de vous informer sur EAD TV, la toute première chaîne éducative du Congo. Madame, Monsieur, bienvenue dans cette session d'information. La 6e édition du Salon Osiane se tient depuis le 26 avril à Brazzaville. Vous suivrez dans ce journal les temps forts de la cérémonie d'ouverture. À l'orée des examens d'État et concours, l'heure est aux préparatifs. Le ministre en charge de l'enseignement général a procédé au lancement des opérations de lutte contre la fraude en milieu scolaire. Le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile est en séjour de travail dans la ville Océane. Son agenda de travail prévoit plusieurs activités. Ouverture le 26 avril dernier de la 6e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation Osiane. Placé cette année sous le thème « Engageons-nous pour la transformation durable », ce salon est un espace d'échange et de partage qui réunit les entreprises nationales et internationales. Plusieurs autorités ont pris part à cette grand-messe, à l'instar de Jean-Luc Moutou, ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et d'Alphonse Claude Silou, ministre d'État chargé du commerce, des approvisionnements et de la consommation, représentant le Premier ministre, chef du gouvernement. Les temps forts de cette première journée avec Welcome Devolo et Magali Nanga. Ce salon se veut un espace de partage d'expériences et de connaissances entre les acteurs du numérique du Congo et d'ailleurs. En témoigne le ministre d'État chargé du commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude Silou. Le salon Osiane, par la volonté et l'abnégation de son initiateur, l'ONG Pratique, est devenu ce rendez-vous institutionnalisé, dédié à l'innovation et au numérique, capable de rassembler les acteurs du monde entier qui s'inscrivent dans la chaîne de développement numérique, à savoir des représentants des gouvernements, des entreprises privées et publiques, des investisseurs, des universitaires, des entrepreneurs et jeunes passionnés grâce à cette capacité de mobilisation. Pour le ministre en charge de l'enseignement général, cette 6e édition accorde une place importante à l'innovation, notamment dans le secteur de l'éducation. Nous prenons ici des contacts pour que nous puissions voir de quelle manière nous collaborer avec un certain nombre d'entreprises pour que, avec notre système mise en place de la DECIC au niveau de notre ministère, nous pouvons trouver des opportunités, des possibilités de collaborer et de renforcer les mécanismes qui sont les nôtres à l'heure actuelle pour aller un peu plus en avant dans le cadre, par exemple, de l'école à domicile que nous avons expérimenté au plus fort moment de la crise liée au Covid-19 et sur lesquels d'ailleurs nous entendons continuer de travailler parce que là, il y a une véritable possibilité de faire en sorte que nous puissions répondre par exemple à l'absence de profs dans les salles de classe. Mais le digital peut prendre le relais et permettre aux enfants qui sont connectés de pouvoir bénéficier des enseignements même à distance. Et ça, ce sont des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas rater le coche. Lancé en 2017, le Salon Osiane permet de définir les enjeux du développement de l'industrie numérique, mais aussi il vise à promouvoir l'innovation technologique. Juste après, le ministre Jean-Luc Moutou a lancé au lycée de la Révolution les opérations de lutte contre la fraude dans les établissements scolaires, publics, privés et dans les centres d'encadrement. À quelques mois des examens d'État et concours, ces opérations permettront de prévenir la fraude en milieu scolaire. C'était en présence du ministre du Contrôle d'État et de la lutte contre les antivaleurs dans l'administration publique, Jean-Rosaire Ibarra. La fraude reste une gangrène, mine l'administration publique. Dans le secteur de l'enseignement, tous s'accordent la nécessité de lutter contre la fraude sous toutes ses formes. En luttant contre la fraude et la corruption en milieu scolaire, nous participerons très certainement au développement durable de notre pays, car les élèves et étudiants, dont nous avons la responsabilité d'éduquer et de former aujourd'hui, constituent un investissement majeur qui deviendra bientôt la plus grande richesse de notre beau pays, le Congo. Nous le regretterons amèrement demain si ces élèves en face de nous ne bénéficient pas d'une éducation et d'une instruction de qualité dépourvue d'antivaleurs. Jean-Luc Moutou, qui a fait de la lutte contre la fraude son cheval de bataille, reconnaît les efforts accomplis par son prédécesseur, l'actuel Premier ministre chef du gouvernement. Permettez-moi ici de saluer les brillantes opérations antifraude accomplies en milieu scolaire par mon prédécesseur, M. Anatole Poliné Makosso, hier
à la tête de ce sous-secteur de l'enseignement général. Ces opérations ont permis et permettent encore à nos élèves de mériter leur diplôme, d'être dignes et fiers de leur succès bien mérité et qui leur permettent ainsi de poursuivre dignement leur cursus scolaire ou universitaire. Pour le chef de ce département, il faut traquer les fraudeurs pour assainir les examens d'État et les différents concours. C'est simultanément que ces opérations se maintiendront, que ces opérations se poursuivront, que ces opérations se multiplieront et que ces opérations s'adapteront à toutes les manœuvres frauduleuses et elles continueront de décourager les candidats à la paresse et autres amis de la fraude à les traquer, à déceler et à démanteler leur réseau jusqu'à porter un coup fatal à ce que nous appelons l'industrie de la fraude en milieu scolaire. Les contrôleurs de lutte contre la fraude auront 2 mois pour parcourir les établissements scolaires publics, privés et les centres d'encadrement. Au cours de cette cérémonie de lancement, le directeur de la lutte contre la fraude en milieu scolaire a fait un exposé sur les différentes phases de ces opérations. Nuxia Guimpio. Alors que les opérations de la lutte contre la fraude en milieu scolaire entrent dans la phase décisive, le directeur a souligné les différentes phases comportant ces opérations. Les premières opérations sont de type à lutter contre les risques de non-conformité des dossiers de candidature aux examens d'État ou aux concours. Les secondes opérations visent à prévenir les risques avec le numérique. Ces prérogatives aux yeux du directeur de la lutte contre la fraude justifient l'importance de cette direction dans la lutte contre les vices en milieu scolaire. Au niveau de la direction, plusieurs attributions nous sont données et parmi ces attributions, nous avions donc la prévention des risques de fraude aux examens d'État et concours. Ces opérations de prévention, nous les menons au niveau des contrôles des risques de non-conformité et des contrôles des risques informatiques. Et ces opérations, dont le lancement nous réunit ici, vont pour que, au niveau des examens d'État et concours, nous puissions avoir des candidats qui méritent leur inscription et que nous puissions avoir des candidats méritants déclarés admis. Pour beaucoup dans cette salle, l'éducation reste la clé du développement d'un pays. Et puis cette information en bref, en application du décret numéro 2012-69 du 27 février 2012 portant suppression des épreuves orales au baccalauréat en République du Congo, le tirage au sort entre les épreuves écrites d'histoire et de géographie, de français et de philosophie, des séries C et D au baccalauréat à session de juin 2022 a porté sur l'histoire et le français. Poursuivons ce journal. Dès son arrivée à Pointe-Noire, le haut-commissaire à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile, Adolphe Mboumaba, a échangé avec le préfet de cette ville, Alexandre Honoré Paka, le député maire Jean-François Kando et le commandant de zone militaire, le général Jean Olesongo Andaye. En toile de fond, fixer son agenda d'activité sur la problématique de la délinquance juvénile. Les notes de voyage sont de Célia Mboukou et Karnesh Atipo. Le Haut-Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile met tout en œuvre pour contribuer à la quiétude de la population congolaise. Après Brazzaville, le haut-commissaire Adolphe Mboumaba foule le sol pontenégrin pour poursuivre ses missions régaliennes. Dès son arrivée dans la capitale économique, il s'est entretenu avec le préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka, le député maire de la ville de Pointe-Noire, Jean-François Kando, et le commandant de zone militaire, le général Jean Olesongo Andaye. Le département qu'il gère, lui, est un département sensible, dans la mesure où
Il s'agit de traiter les questions des jeunes, mais des jeunes délinquants. Et cela nécessite que toutes les forces en présence participent à ce combat. Voilà pourquoi je suis tenu personnellement à venir vers lui pour lui présenter les civilités, et il m'a rendu compte du fait qu'il est venu pour les différentes descentes, les différentes rencontres avec les jeunes délinquants que nous appelons tous sans jeunes, hein, les bébés noirs. Vous voyez, à notre époque, vous et nous peut-être, il y avait une autre forme de délinquance, une délinquance non agressive. Mais aujourd'hui, ces jeunes deviennent très agressifs. Donc il faudrait qu'on cherche à savoir pourquoi se comportent-ils ainsi. Quelles sont les raisons? Nous avons parlé de question de la jeunesse. Cette jeunesse qui est en train de se perdre, ce nouveau fléau social qui s'est créé dans notre pays et qu'on appelle les bébés noirs. Et d'autres bandits encore. Et avec le ministre, nous avons conféré autour des pistes de solutions pour éradiquer le phénomène. Mais il faut avouer que c'est quelque chose de difficile, surtout qu'il s'agit d'une question de société, un nouveau banditisme qui s'est installé et qui touche des couches des jeunes, des très très jeunes, de 12, 10 ans, 15 ans. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu dans notre pays et qui se développe désormais. Et je suis très heureux de voir que le gouvernement est en train de prendre cette question à bras le corps, parce qu'il s'agit à terme de sécuriser ces enfants et peut-être de les réinsérer dans la société. Nous avons pensé qu'il fallait réactiver les centres de rééducation et qu'il fallait chercher toutes les pistes de solutions pour que les jeunes soient occupés. Peut-être que ça les éviterait d'aller vers ces violences inouïes et inutiles. 6 jours d'intenses activités, tel est l'agenda qui constitue son séjour à Pointe-Noire. Prélude à ces différentes descentes dans les arrondissements de Pointe-Noire, Adolphe Mboumaba a eu une réunion technique avec les autorités politico-administratives de ce département. Voici un extrait de sa communication. Le Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile a été créé par décret présidentiel numéro 2021-487 du 5 novembre 2021. Il a, selon l'article 2, la mission essentielle suivante. Le Haut Commissariat à la justice restaurative, à la prévention et au traitement de la délinquance juvénile est chargé de mettre en œuvre des procédures et mesures d'inclusion, de collaboration en vue de la prévention, du traitement et de la réparation des violences et autres formes de délinquance juvénile. La justice restaurative, que l'on appelle encore justice restauratrice, est un processus par lequel la victime d'une infraction est mise face à l'auteur de la dite infraction en présence d'une tierce personne que l'on appelle médiateur, on l'appelle encore personne indépendante, afin de faciliter de nouveau le dialogue entre les deux parties pour le bien-être de la société. Le deuxième pan de notre Haut Commissariat, c'est naturellement la prévention et le traitement de la délinquance juvénile. Dans cette stratégie, nous devrons mettre l'accent sur le renforcement de la prise en charge des jeunes délinquants,
On devrait étudier également la possibilité de répertorier, sensibiliser et prévenir les formes de délinquance juvénile. On devrait également renforcer la prise en charge des jeunes délinquants. Mobiliser la cellule familiale, soutenir et rétablir la parentalité et les liens familiaux. Il faut dire ici que l'une des grandes causes de la débâcle de la jeunesse, dite délinquante, il y a à la limite l'abandon pour multiples raisons de la gestion sociale des enfants par les parents. Il faudrait réfléchir sur tout cela. Mettre en œuvre des actions d'éducation, de formation et d'accompagnement social complémentaires à l'exécution des peines. Étant entendu que ces violences gagnent de façon progressive et apparemment préférentielle le milieu scolaire, qui devient le terrain d'affrontement des bébés noirs en col blanc ou habillés en uniforme scolaire. Et nous voulons ici marteler sur le fait que ce phénomène de délinquance juvénile ne devrait pas jeter aux oubliettes. Il faut qu'on en parle, même si j'avoue que les solutions sont extrêmement difficiles, mais il faut que l'on prenne conscience que ce phénomène existe. Et il faut qu'on se batte, qu'on réfléchisse, qu'on tente de creuser le roc pour apporter quelques solutions. Lancée le 15 avril dernier, la campagne de restitution des résultats du rapport national de l'évaluation PASEC 2019 a pris fin hier, 28 avril, à Brazzaville. À l'issue de celle-ci, plusieurs recommandations ont été formulées, parmi lesquelles la construction des écoles dans tous les départements et le recrutement des enseignants formés. À cette occasion, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou, a lancé PASEC 2024. Reportage Magali Nanga. C'est la moisson de la restitution des résultats du PASEC 2019 dans les différents départements du pays. Des entités administratives qui ont fait de suggestions et de recommandations validées au cours de cet atelier. Ces pistes, nous avons parlé du préscolaire. Vous savez que le préscolaire aujourd'hui impacte positivement sur les élèves qui vont aller au primaire. Voyez-vous? Nous avons parlé aussi sur l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire que tous les enfants en difficulté devraient avoir une remédiation. Donc, autant au niveau des parents qu'au niveau des écoles, on devrait avoir un accompagnement personnalisé pour relever les faiblesses des enfants constatées. Alors que les différentes pistes visent à améliorer la qualité du système éducatif, les autorités de ce sous-secteur se réjouissent du travail abattu. Je voudrais ici féliciter les équipes qui ont été déployées dans les différents départements pour recueillir les contributions nécessaires afin de consolider le rapport national d'évaluation PASEC 2019 sur les performances et l'environnement de l'enseignement-apprentissage au primaire. Au terme de la restitution des résultats du PASEC, tous s'accordent sur la nécessité de relever les performances des enseignants, mais aussi des élèves. Je voudrais saisir cet instant pour m'adresser spécialement au cadre de l'enseignement de base, que le chantier qui s'ouvre aujourd'hui s'appuie non seulement sur l'accès à tous et à toutes à une éducation équitable, gratuite et de qualité, mais aussi sur l'acquisition des compétences fondamentales, la construction, l'amélioration des infrastructures éducatives et du nombre d'enseignants qualifiés. Le PASEC 2019 reste la boussole du système éducatif pour mieux définir les enjeux de l'école congolaise.
Le conseiller sociopolitique du maire de Makelekele, Théophile Boissapélé, a donné le coup d'envoi des épreuves écrites et pratiques du CAMI, Centre d'application au métier d'information, session avril 2022. Durant 4 jours, les candidats seront évalués en 16 filières confondues. Welcome Devolo nous en dit davantage. Ces évaluations interviennent 6 mois après l'ouverture de l'année académique, mais avant le début des épreuves, le conseiller du maire de Makelekele a exhorté les candidats au travail. Nous leur demandons simplement de s'appliquer parce que le Congo a besoin de cadres. Et nous savons que la jeunesse est l'avenir de ce pays. Et une jeunesse sans formation est vouée à l'échec. Étant donné que le Congo aspire à son développement, et ce développement ne peut se faire avec des gens formés. Et les gens formés, c'est la jeunesse. Dans les salles, les candidats ont planché sur les épreuves de l'infographie, Archipad, pour n'en citer que cela. Et l'école semble rassurer les autorités départementales de la formation qualifiante. La formation à CAMI est une formation assurée, une formation qui a déjà donné ses preuves. Parce qu'il y a des apprenants de CAMI qui aujourd'hui se retrouvent dans des entreprises. Il y a des apprenants qui sont sortis de CAMI qui aujourd'hui ont créé des entreprises. Pour le responsable de cet institut, l'insertion des jeunes reste un défi majeur pour le Congo. Après la formation, notamment, les apprenants sont insérés dans les sociétés privées et aussi les sociétés de l'État. Donc l'insertion est vraiment très ouverte au niveau de ces apprenants. Seulement à bien voir, nous devons demander à notre ministère de tutelle de puisse bien revoir et bien tracer la formation qualifiante pour leur donner une seconde chance. En 7 ans d'existence, le centre CAMI a pu offrir des formations à quelques promotions, ce après 6 mois d'apprentissage pour décrocher le certificat de qualification professionnelle. Pour terminer, le dossier de cette édition porte sur la découverte de l'école Mouyelo François de Kéléténard, un établissement scolaire public situé à Filou dans le 7e arrondissement de Brazzaville. 2 ans après sa création, l'école fait face à de nombreuses difficultés. Suivez. L'école Mouyelo François est l'unique établissement scolaire public dans ce quartier de Kéléténard, dans le 7e arrondissement de Brazzaville, Filou. Avec 3 salles de classe et 2 bureaux, l'école affiche un effectif de 184 élèves qui viennent de divers horizons pour 6 enseignants. Mais l'accès à cette école pour les enseignants est un réel problème. Bon, ce que nous pouvons dire, c'est de dire à notre gouvernement, précisément à l'État, de nous aider, de voir surtout la voie qui relie notre inspection à cette école-là. Vraiment, c'est une difficulté parce que l'unique chantier que nous avons, c'est de suivre les rails. Il y a des risques. Parce qu'en même temps, quand vous arrivez, il y a des trains aussi qui passent. Donc vraiment, nous courons des risques. Ici, là. Donc, il y a un problème également. De l'autre côté-là, de Mayanga, il y a aussi des enfants qui sont peuplés là-bas. Il nous manque aussi la traversée des pirogues. Si les pirogues devraient être vraiment ponctuelles, on devrait avoir quelques têtes qui devraient venir soit saturer notre établissement. Si on pouvait nous construire une voie carrossable, ça sera bien pour nous. Parce que ici, là, je ne viens pas tous les jours. Alors que j'ai beaucoup des activités que je dois faire dans cette école. Mais malheureusement, l'accès ne me permet pas. Après 2 ans d'existence, l'école éprouve quelques difficultés. Nous avons des classes multigrades. Ce n'est pas facile. Donc, pour le programme, vous voyez un enseignant qui dispense 2 cours dans une même classe, ce n'est pas facile. Par rapport aussi à la distance, nous avons prévu que le cours commence à 8 heures. Parce que la majorité des enfants que nous avons ici, ce sont des enfants qui quittent aussi loin. Premièrement, moi-même qui vous parle, qui est l'enseignant, je quitte Kingwari vers l'abattoir. Le temps de quitter la maison et le temps de marche, le temps d'arriver aussi. Les règles nous manquent, les planches de géographie nous manquent, les planches de SVT, beaucoup de choses nous manquent. Donc nous sommes pratiquement dans le chaos. Nous sommes en carence même du drapeau. Or, c'est une école publique. Là où nous sommes, c'est dans un local d'habitation. Donc, il nous manque même le bureau. Nous avons négocié chez le propriétaire foncier qui nous avait cédé ce bureau. Donc, c'était une maison d'habitation que nous occupons. Même dans le Ouidi,
Ils veulent même un jour que l'école encore l'administration pour se louer ce bâtiment. Si pour les élèves de cette école, après l'obtention du CEP, il faut aller au Sejengamaba, le directeur de l'école et ces derniers plaident pour la construction d'infrastructures scolaires dans ce quartier. L'arrivée de notre chien de l'enseignement, du ministère de l'enseignement bien sûr, ici à Kélé-Ténard, vraiment nous avons une joie immense. Ce que nous pouvons dire, c'est que la chaîne puisse relayer cette information afin que les autorités compétentes, surtout de la pédagogie, y voient de près cette école pour qu'il y ait au moins les réactions de certains bâtiments. Une classe multigrade, ce n'est pas facile à enseigner. Vous devez faire les cours de CM1 et faire le cours de CM2. Nous voulons vraiment que l'État puisse peut-être venir construire un autre bâtiment et séparer les salles de classe de CM1 entre eux et les CM2 entre eux. Nous voulons que l'État nous construise des nouvelles salles de classe pour qu'on étudie dans les bonnes conditions. Devenir une grande école dans ce quartier, c'est le rêve nourri par le chef de cet établissement scolaire. Pour lui, l'éducation demeure le développement d'un pays. C'était le journal de la rédaction. Merci d'avoir été des nôtres. J'ai bénéficié de l'aide de Love Pana, Loïc Kwamba, Jimmy Carter, toujours sous l'œil vigilant de Fred Bokoko. Au revoir et à très bientôt.